Merci. Bonjour, donc je suis Marion Gali, je suis rédactrice en chef de Vitisphère, un site d'information professionnelle sur la vigne et le vin. Je suis très heureuse d'organiser cette conférence aujourd'hui parce que le thème me tient réellement à cœur. Ces dernières années, l'agriculture fait face à ce qu'on appelle l'agribashing. J'ai eu des échos de tensions sur le terrain. J'ai des échos comme quoi il y a des viticulteurs qui veulent nettoyer le terrain parce que donc ils sont victimes de jets de pierre et autres désagréments. Et moi j'ai voulu à travers cette conférence essayer de réfléchir à comment on pouvait aborder les choses autrement, de manière positive et à apporter un autre regard sur la viticulture auprès du grand public. Donc pour ce faire, j'ai invité 4 personnes. Émilie Faucheron, qui est vigneronne et youtubeuse. Philippe Pellaton, président des Côtes du Rhône. Bernard Engelras, président de l'IAV. Et Olivier Biscay, directeur de publication de Midi Libre. Bienvenue à vous 4. Émilie, c'est par toi qu'on va commencer. Je voulais d'abord que tu nous présentes ton exploitation. Donc, alors j'ai une exploitation de 60 hectares de vignes dans la zone à côté de Béziers, à Montadier exactement. Donc les 60 hectares sont totalité en agriculture biologique depuis, là c'est la dernière année de conversion, donc là on est en bio à partir de 2020, vendange 2020. On a mécanisé énormément l'exploitation, donc on fait de la taille mécanique parce qu'on est en veine de Pays d'Oc, donc on a la possibilité. Et on a fait le choix de passer en bio parce qu'on voyait que la tendance du marché partait sur le bio, quoi. D'accord. Et donc tu es youtubeuse. Votre chaîne YouTube s'appelle La Vigne Bio d'Émilie et Benjamin. Quand est-ce que vous l'avez lancée et pourquoi? Alors en fait, on a commencé en fin 2018, avant les vendages 2018. Alors pourquoi on a commencé? C'est parce qu'en fait, en discutant avec le grand public, on se rendait compte qu'ils ne savaient pas ce qu'on faisait comme travail. Ils pensaient qu'on taillait et qu'on vendageait. Et comme nous, on habite à côté de la mer, ils pensaient qu'on était à la mer entre les deux. Donc on s'est dit, il va falloir leur expliquer vraiment ce que c'est notre métier, parce que quand on faisait des repas, on leur disait, on a posé la confusion sexuelle. Alors ça faisait rire beaucoup de monde, ça. Et on s'est dit, pourquoi pas faire le format vidéo, parce que ça, c'est vrai que c'est facile, pour qu'on puisse vraiment expliquer et qu'on puisse montrer. Donc au début, on a fait des petits formats, on a fait des formats de 5 minutes. Et puis au fur et à mesure, ça s'est bien passé. On a autant des gens du grand public que des viticulteurs qui regardent. Et ce qui fait qu'on a augmenté un petit peu le format, on est passé de 5 à 15 minutes selon les vidéos, quoi, et les sujets surtout. Alors, on va regarder un extrait. Bonjour tout le monde, c'est Émilie et Benjamin. Donc on a enfin commencé les vendages, ça y est enfin. Donc on est le 2 septembre, c'est le premier jour des vendages. Donc aujourd'hui on commence très très tôt, donc c'est pour ça que je suis sous le préau avec la lumière, sinon vous ne verrez pas grand chose. Donc on a commencé à 3h du matin, tout simplement parce qu'on vendange les blancs. Et comme les blancs vont être vinifiés avec un froid, le but du jeu c'est de garder un maximum de fraîcheur. Donc c'est pour ça qu'on commence très tôt le matin. Donc de 3h à 6h on remplit les 4 premières veines qui ensuite vont partir à la cave coopérative. Et ensuite on fait les rotations jusqu'à 11h du matin. Donc là, à peu près, grosso modo, on devrait ramasser 3 hectares de Sauvignon ce matin. Donc je vais vous dire un petit peu plus dans la vidéo, à peu près les rendements. Donc là, aux dernières analyses, on était à 11,5 degrés. On va voir si c'est toujours le cas qu'on va ramasser. Allez, je vais rejoindre Benjamin et puis vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Now that I know I will be busy in the
voit que tu n'hésites pas à parler technique, à parler mécanisation. C'est vraiment rentrer dans l'univers du professionnel du vigneron que tu proposes sur ta chaîne. Alors oui, en fait, on traite tous les sujets. En fait, on fait une vidéo par semaine, donc tous les jeudis à 5h30. Donc c'est précis parce qu'en fait, ils se sont habitués à savoir qu'à telle heure, on va leur mettre une vidéo. Après, ils peuvent la regarder quand ils veulent. Mais voilà, il y a une régularité, on s'est mis une régularité. Après, ça arrive des fois qu'on en mette une un peu plus dans la semaine selon les semaines de notre travail. Mais effectivement, on parlait de tout. Alors, au moment où on a commencé, par exemple, les traitements, ça a été vraiment le moment où on s'est dit est-ce qu'on fait une vidéo, comment on tourne, est-ce qu'on dit ce qu'on met, parce que c'était vraiment le sujet où. Oui, c'est la question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que vous autorisez à dire, qu'est-ce que vous autorisez pas à dire. Bon, vous êtes en bio, ça doit être plus facile vis-à-vis des produits phytosanitaires, mais c'est quand même toujours un peu délicat. Alors, oui et non, parce qu'en fait, en bio, les gens ils se sont mis en tête qu'on ne traitait pas. Ils pensaient que ça se faisait tout seul. Et c'est pour ça qu'on a dit, non, il faut montrer effectivement qu'on utilise des pulvérisateurs, qu'il y a des produits dedans, que forcément, effectivement, c'est pas des produits de synthèse, mais c'est des produits naturels. Mais il faut quand même leur dire pour qu'ils en prennent conscience, parce qu'ils se sont quand même un peu tous mis dans la tête en imaginant que le bio, ça se faisait tout seul. Et donc, on a dit non, on le montre. Et les retours, ils ont été très positifs, à part une personne, et sur tous les commentaires qu'on a eu, parce que les gens peuvent mettre des commentaires. Après, tout le monde a dit c'est super, on a appris quelque chose, c'est quoi les doses, qu'est-ce que vous utilisez comme produit. Donc il y a énormément d'échanges autour des vidéos. Donc vous faites un exercice de transparence et vous n'hésitez pas à désacraliser le bio, on pourrait dire. Je me mets dans la peau d'un viticulteur vigneron qui voudrait faire pareil que vous. Ça prend du temps de faire des vidéos? Oui, alors ça prend. Alors maintenant un peu moins, c'est parce qu'au début on n'était pas très bon, donc il nous fallait plusieurs fois tourner la même vidéo pour arriver à faire quelque chose de pas mal. Maintenant là, ça fait maintenant presque 1 an et demi, ça me prend à peu près 4 heures par semaine. D'accord. Et l'investissement financier? Il y a eu une caméra achetée. Donc le prix d'une caméra et ensuite après un petit logiciel de montage, parce que quand même il faut faire un petit peu de montage, on ne peut pas juste envoyer des vidéos comme ça, parce que je pense qu'ils prendraient moins de plaisir à les regarder. Donc allez, grosso modo on en a eu pour peut-être moins de 1 000 €, quoi. Donc finalement c'est assez c'est accessible, je vais dire. Tu as déjà évoqué un peu le rendez-vous avec ton audience. Je voulais te demander, est-ce que tu sais précisément qui te regarde? Alors précisément non, on ne sait pas. Donc c'est assez drôle parce que par exemple là où c'était vide, on en a rencontré pas mal qui nous disaient on vous regarde et tout ça, donc on a compris par rapport aux questions qui étaient posées qu'il y avait beaucoup de viticulteurs, mais il y a aussi beaucoup de personnes du grand public parce que on voit bien qu'il y a des questions qui sont très, on va dire, faciles à... on voit bien que ce n'est pas des viticulteurs qui posent la question. Et après, c'est aussi des gens qu'on a un peu réconciliés avec le bio aussi, des viticulteurs, parce qu'il y a aussi un petit peu cette guerre entre le conventionnel et le bio. Et au final, il y en a beaucoup qui nous ont dit, voilà, nous on n'est pas un bio, on adore regarder vos vidéos parce que vous critiquez pas, parce qu'on ne dit jamais qu'on fait mieux que les autres, parce qu'on ne le pense pas. Donc oui, je pense qu'il doit y avoir à peu près 40% du grand public, et après les 60% c'est d'autres viticulteurs. D'accord. Et qu'est-ce qui vous pousse à continuer? Parce que bon, c'est quand même du temps et ça vient en plus du métier de vigneron qui est déjà très diversifié, très lourd. Qu'est-ce qui vous motive au jour le jour? En fait, au final, c'est les abonnés parce que c'est eux qui nous disent surtout continuer, c'est génial et qui nous donnent envie de faire d'autres vidéos. Des fois, ils nous donnent même des idées, ils disent ouais, est-ce qu'on pourrait voir ça chez vous? Donc, on va faire un peu le sujet qu'ils nous demandent. Mais effectivement, c'est de voir l'entrée et de voir que ça continue à augmenter. Quand on voyait au début, on faisait des vidéos à 100 vues et que maintenant on fait des vidéos à 20 000 vues, voilà, ça, c'est la récompense. C'est une super récompense. Des projets? Oui, il y en a plein. En fait, la vidéo nous a fait découvrir beaucoup de personnes et les gens ils nous ont dit ouais, on aimerait visiter de plus en plus votre exploitation pour voir vos méthodes de travail et tout ça. Et donc on a mis en place des balades vigneronnes qu'on va améliorer encore cette année davantage. Et en fait, c'est les gens certains qui regardaient nos vidéos, ou même d'autres secteurs,
qui font les balades avec nous et qui viennent voir comment et ça se passe réellement, quoi. Parce qu'au début, ils venaient un peu tous les uns après les autres. On a dit non, ça prend trop de temps, donc on a bloqué un jour par mois sur l'exploitation, quoi. D'accord, merci Émilie. Je me tourne vers Philippe Pélaton. Alors je vous ai fait venir parce que l'appellation Côtes-du-Rhône a été très innovante. Elle a réussi à tisser des partenariats avec 7 associations de défense de la biodiversité, ce qui tient peut-être un peu du miracle. Je voulais savoir comment vous avez fait. Alors, comment on a fait? Donc, tout d'abord, sur Côtes-du-Rhône, nous avons bâti un plan environnemental qui comporte plusieurs aspects. Un des points était la biodiversité, d'autres aspects sont beaucoup plus techniques, on verra peut-être tout à l'heure sur des problématiques plus phyto. Le but était effectivement de prendre la parole sur cet aspect biodiversité, donc on est quand même en phase un peu exploratoire, puisque ce sont 2 mondes qui ne se parlent pas aujourd'hui. Les tenants de la biodiversité et les tenants d'une agriculture et d'une viticulture saine font partie engagés dans des démarches vertueuses. Mais on voit qu'aujourd'hui, il y a un gap entre les deux, entre les volontés des uns et des autres. Et surtout, il nous manque aujourd'hui beaucoup de référentiels. En tout cas, on ne sait pas aujourd'hui comment se comporte la biodiversité en périphérie de nos villes. Donc je crois qu'il y a un champ d'investigation à avoir. C'est un champ très positif en matière de communication. Donc on a travaillé sur notre grand territoire des Côtes-du-Rhône. Alors chaque fois, bien sûr, là aussi, je suis persuadé que ça ou là, et un petit peu partout en France et en région, un certain nombre de vignerons travaillent déjà ces aspects de biodiversité, il n'y a pas de souci. Chaque fois pour nous, c'est de le mettre sur un dimensionnement qui est celui des Côtes-du-Rhône, donc qui part de Lyon jusqu'à Avignon. Donc on est sur 45 000 hectares de vignes et je dirais 120 150 000 hectares d'emprise foncière. Donc l'enjeu, il est sur cet aspect volumique des choses. Ouais. Et concrètement, ce partenariat, il consiste en quoi Donc le but, effectivement, c'est d'aller challenger les éléments de biodiversité. Donc nous avons déjà des éléments en magasin, puisque depuis les années 2013-2014, on avait mis en place une charte paysagère et environnementale qui nous permettait d'avoir une cartographie en fait, de notre vignoble. Donc là, on n'était plus sur les habitats, finalement, de la biodiversité, des murs à pierre sèche, de replantation d'arbres, etc. Donc là, on générait de l'habitat. Donc le but, effectivement, est de mesurer avec eux ces éléments de biodiversité. Donc on a mis en place un comité technique en fait, qui nous permet de travailler avec eux, de mesurer à partir d'expériences, de cas concrets que l'on mettra en place sur le terrain, je dirais un référentiel aujourd'hui pour après pouvoir l'étendre sur l'ensemble du territoire. On n'est pas à ce niveau-là dans une espèce d'obligation, on travaille sous forme volontaire, il faut qu'on aille challenger bien sûr les vignerons. On a une structure également qui nous permet de travailler avec les syndicats de crues, le syndicat général fédérant, j'allais dire, beaucoup de crues. Et aujourd'hui, sur Saint-Père-et-Cornin, sur Kéran, sur Pont de Venise, sur Tavel-Irac, on a des initiatives de biodiversité. Donc aujourd'hui, je dirais que la feuille est à peu près vide, c'est à peu près blanche, donc il faut qu'on écrive des choses. Certains partiront avec je dirais les chauves-souris, d'autres avec plus une problématique abeilles, d'autres partiront avec une problématique oiseaux. On espère on a signé une belle convention avec l'Office agricole de la biodiversité, donc le Muséum d'histoire naturelle qui est sous pilotage de l'IFV. Donc là également, on va aller s'intéresser à d'autres espèces. Voilà, donc je crois qu'il y a un champ d'investigation qui est large. Aujourd'hui, c'est une mise en place de protocoles au vignoble avec des vignerons qui s'engagent, des appellations qui s'engagent, et mettre ça ou là en place un certain nombre d'aspects de protocoles. Bon, vous nous décrivez une belle carte postale, on se dit qu'il y a quand même eu des difficultés dans les échanges. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, il y a des difficultés parce que, d'abord, je pense que les vignerons font attention à la biodiversité sans trop le savoir, donc là il faut qu'on arrive, effectivement on peut le cartographier, pour avoir, dans les réunions préparatoires à la signature de ces diverses conventions, effectivement, on voit qu'il y a, c'est pas critique, mais une forme incisive, voire, je dirais pas agressive, mais effectivement des fois d'organismes effectivement qui considèrent que la viticulture, dans son aspect un peu lointain comme ça, est quelque chose qui attaque la biodiversité. Donc il faut qu'on regarde ça de près. Je pense que les Côtes-du-Rhône, la vallée du Rhône et plus globalement les vignobles du Sud ont des aspects de biodiversité naturelle. On n'a pas optimisé la surface viticole, on le voit, il existe bien sûr
des arbres, il existe des murs sèches, il existe des cabanos, il existe beaucoup de choses en fait que l'on peut facilement mettre en évidence. Donc il faut que ça, on arrive à le démontrer. Donc c'est vrai qu'au début, les discussions étaient relativement incisives, et pour caricaturer la chose, c'est vrai qu'on nous a dit, les syndicats d'appellation, les interprofessions, vous avez de l'argent, donc vous allez dérouler de l'argent facilement pour mettre en place des choses. Donc avant de dérouler de l'argent, il faut qu'on se pose et qu'on regarde comment on peut travailler sereinement dans un discours qui, pour moi, ne peut être que positif. Le but, effectivement, c'est pas de s'affronter, mais c'est bien de montrer, de démontrer des choses par un discours positif. Et je vois que dans toute cette action, vous caressez un petit rêve, c'est je vous laisse dire. Non. C'est de réussir à valoriser toute cette action finalement au niveau commercial. Le but en fait, aujourd'hui, pour parler positivement de nos activités, on utilise des termes qui sont assez compliqués à comprendre pour le grand public. Ce sont souvent des acronymes, donc HVE, DMAE, viticulture, dans des cahiers des charges de l'INAO. Je pense que là, à peu près à 12 secondes, j'ai perdu à peu près tous mes consommateurs et à peu près tout le public qui est susceptible d'être intéressé. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est de la structuration de notre métier. Mais finalement, on perd rapidement, je trouve, le contact avec le public. Donc il faut qu'on retrouve des éléments de sensibilité plutôt sympas et plutôt sexy. Et je trouve que le volet biodiversité, lui, parle bien sûr davantage, en fait, parce que quand on va s'occuper de la problématique des abeilles, de suite, il va y avoir une petite lumière qui va s'éclairer. Quand on va parler effectivement de la remise en place d'habitats pour les chauves-souris, pour les oiseaux, quand on va aller compter le nombre de vers de terre, etc., bio, etc., on va y être en fait. Donc je trouve qu'on a une capacité de communication et de compréhension qui est beaucoup plus grande que par ces aspects purement technico-techniques. Donc le but effectivement est de mettre en place ces actions-là, de les fédérer au sein de notre interprofession, donc d'engager également la partie négoce, parce qu'un plan biodiversité, pour moi, s'entend du travail des vignerons, mais s'entend aussi de l'impulsion que peuvent donner au sein de l'interpro les négociants et in fine la distribution et après le consommateur. Donc il faut qu'on arrive malgré tout à diffuser cette envie tout au long de la filière, et le but effectivement est de faire porter sur ce qui nous permet de communiquer, c'est-à-dire les bouteilles aujourd'hui, alors soit de façon dématérialisée avec des QR codes, soit de façon je dirais littérale sur les contre-étiquettes, toutes ces actions positives que l'on fait. Je fais juste un petit aparté, je suis président d'une CAF coopérative également qui travaille beaucoup sur ces aspects-là. Aujourd'hui, pratiquement l'ensemble de nos contre-étiquettes portent une action, c'est pas une action de biodiversité, c'est des actions RSE, mais ça y ressemble un petit peu. Donc de façon aléatoire, en fait, quand vous achetez une bouteille, vous avez l'action numéro 1, l'action numéro 2, l'action numéro 3, etc. Donc sur une même cuvée, d'une cuvée X, vous pouvez avoir les 7 ou 8 actions que nous on a référencées qui apparaissent de façon aléatoire. Donc ça c'est sous forme non dématérialisée, donc c'est assez limité. On travaille aussi au niveau des Côtes du Rhône sur la dématérialisation de l'étiquette et donc sur la capacité d'avoir un discours qui est beaucoup plus plein. Voilà. Donc cette communication auprès du grand public, de nos consommateurs également, est capitale. Et je trouvais que le volet biodiversité nous donnait aussi cette capacité. Alors cette action en faveur de la biodiversité s'inscrit dans une politique plus globale des Côtes du Rhône en faveur de l'environnement. Juste en quelques mots, quel est le projet ? Oui, quel projet, donc je l'ai déjà un petit peu effleuré tout à l'heure, effectivement. Donc le but c'était d'avoir de parler à l'ensemble de la filière. Donc un plan qui s'inscrit en 5 points. Donc il y avait, dans le premier point, il y avait les mesures agro-environnementales que nous permet l'INAO aujourd'hui, sur la commission que Bernard avait pilotée. Donc là, on est sur un focus éminemment de désherbage, donc réduction du désherbage à aujourd'hui. Donc on s'est donné une ambition qui n'est plus une ambition, puisque ça va être efficient pour l'année qui vient. Donc d'avoir 65% de la surface des Côtes du Rhône qui ne recevra plus aucun désherbant. Donc c'est un premier curseur. Je voulais donner un curseur. C'est vrai que des fois on réduit, mais là je voulais donner un curseur et que ce curseur en tant que critère de qualité augmente au fil du temps. Chaque fois, je reviens un peu et j'insiste un peu, effectivement, c'est la volumétrie que ça représente derrière. C'est 45 000 hectares dans des bassins versants qui tombent sur le Rhône, qui va se jeter à la mer, etc. Donc on voit les enjeux amont en fait, de rétention et de réduction des phytos. Donc là, c'est un curseur qui est en place aujourd'hui. Donc des mesures agro-environnementales dans les cahiers des charges, donc réglementaires obligatoires, des aspects HVE également. Donc je pense que tout le monde maîtrise à peu près ces points-là. Donc là, une volonté effectivement de partir sur un HVE, donc niveau 3,
pour engager une majorité de viticulteurs sur ce niveau-là. Donc un engagement au travers de la structure syndicale, donc un engagement collectif. Donc un gros travail qui a été fait avec les organismes certificateurs et le ministère pour un engagement collectif. Les deux autres aspects restent la charte paysagère, qui est pour nous un élément important, et le travail sur les cépages résistants que l'on mène à l'Institut Rodin. Bien, ce sont des thèmes que Bernard Engelras maîtrise parfaitement, si on en discute souvent ensemble. Toi, Bernard, tu t'es engagé sur le sujet du changement climatique. Tu es une des têtes pensantes de la politique de la filière sur ce sujet. Première question, c'est en quoi tu penses que le changement climatique est fédérateur pour la filière? D'abord, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Si tu peux me permettre, avant de répondre à la question, j'étais impressionné par les deux témoignages qu'on vient d'avoir, à la fois sur le volet individuel, en définitive, de communiquer sur votre métier. Je crois que c'est une bonne chose, et je pense qu'aujourd'hui, nous avons une déficience de communication les uns et les autres, et ça c'est un constat qu'on doit faire. Et également sur l'action collective, on peut voir qu'on peut mener à la fois du côté individuel et du côté collectif à travers une ODG qui est une mobilisation au niveau de ses producteurs et une capacité de faire front d'un seul coup pour insuffler de la dynamique agro-environnementale ou de la dynamique de transition écologique. Parce que je crois que le sujet, on peut le résumer à travers ce qu'ont voulu nos dirigeants depuis un certain nombre d'années, c'est la transition écologique. Donc la transition écologique, on en a parlé, c'est l'agro-environnement. On a parlé d'HVE un peu, enfin, on a effleuré, mais tu me poses la question de la dérèglement climatique. Sujet ô combien important, puisque c'est un sujet qui a été abordé depuis un certain nombre d'années maintenant par les scientifiques de la filière, scientifiques de l'INRA, de France Agrimaire, de l'IFV, si ce n'est que ça restait au stade, je dirais, c'est un peu scientifique. Et la profession a souhaité, dans son ensemble, suite à une présentation de ces travaux qui s'est faite dans le cadre de l'OIV, de l'Organisation internationale du vin et de la vigne, au Brésil, il y a 3 ans maintenant, la filière a souhaité, je dirais, récupérer un peu toutes ces données et ces bases de données qu'avaient fait les scientifiques pour voir de façon pragmatique, efficace, comment on pouvait, nous, les transposer sur le terrain et les mettre à disposition des agriculteurs. C'est ce que nous avons fait, et donc a été créé au niveau national par le président Pali, président du comité vin de l'INAO, et par Jérôme Despé, président de France Agrimaire, du CS de France Agrimaire, une commission sur le dérèglement climatique, laquelle ils m'ont confié la présidence de cette commission, et nous travaillons au quotidien, scientifiques et professionnels de la filière, à voir les effets du changement climatique, à étudier les scénarios qui nous ont été proposés par les scientifiques, et en définitive à définir une règle de travail et surtout des propositions de mise en pratique de tout ce qui a été fait concrètement sur le terrain. Alors, si je rentre un peu dans le sujet, les scientifiques nous ont fait des propositions en matière de scénarii, qui étaient autour de 4 scénarios, un système conservateur de la viticulture française, un système innovant, un système libéral, conservateur, libéral, je m'oublie. Innovateur. Merci. Nomade, pardon. Merci. Donc, vous voyez la diversité un peu de ce que nous pouvions avoir comme proposition. Bon, après plusieurs réunions, plusieurs réflexions, plusieurs validations, que ce soit par le Conseil de France Agrimaire, mais également par les comités nationaux IGP et AOP, le choix a été fait de dire on choisit l'innovation pour pouvoir rester. Ce qui veut dire qu'on reste sur une base de la viticulture telle qu'elle est bâtie aujourd'hui en France, et on est capable d'y amener de l'innovation. Alors l'innovation, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être capable d'apporter beaucoup de choses nouvelles, qui n'existent peut-être pas encore, qui sont en stade de réflexion, qui sont en stade d'expérimentation, mais on est capable de les mettre à disposition des vignerons pour justement faire évoluer la réglementation, parce qu'il y a 2 volets, la réglementation, le concret en matière de conditions de production. Donc ça, c'est dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. Et puis aussi, on travaille aussi sur ce qui est, alors il y a adaptation au changement climatique et réduction et atténuation du changement climatique. Et ça aussi, ça me paraît important parce que sinon, on va courir dans le temps, toujours à s'adapter. Et donc... Ce que je trouve aussi d'intéressant dans
dans la réflexion qui est menée, c'est que chaque région mène sa propre réflexion pour adapter ses problématiques, pour prendre en compte ces problématiques et s'adapter au dérèglement climatique. Je crois que c'est une force de la viticulture en France. La viticulture française ne peut pas se résumer à une politique nationale. Alors bien sûr qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait concertation, qu'il faut qu'il y ait qu'on trace un sillon, pour reprendre une expression bien agricole. Mais je crois que aussi, c'est bien dans les régions, parce qu'on ne peut pas comparer par exemple une région comme les Côtes-du-Rhône avec Bordeaux ou l'Alsace. Je crois que c'est aussi d'être capable de mettre en mouvement l'ensemble des régions, alors soit à travers les ODG, les CRINAO, soit à travers les comités de bassin, soit à travers les interprofessions, d'avoir une politique régionale qui réfléchisse à l'adaptation et à l'atténuation qu'elle pourra mettre en place, mais également, bien sûr, de bâtir une politique nationale. Parce que si chaque région avance et trouve des solutions, à un moment donné, face au pouvoir public, il faut bien qu'on soit capable au niveau de la filière de proposer une cohérence d'intervention et de choix d'intervention, à la fois dans le cadre de la réforme de l'OCM qui va arriver, et également dans le cadre de la réforme de la PAC. Et justement, ces propositions, ce que je trouve aussi également intéressant, c'est qu'elles s'occupent à la fois de ce que le dérèglement climatique va provoquer à la vigne, mais également sur le marché aval. Et quelles seront les attentes des consommateurs en matière de profil de vin. Oui, alors, effectivement, dès qu'on parle de dérèglement climatique, on parle de conditions de production qu'il va falloir modifier. Donc, ces conditions de production, il va falloir les modifier de façon réglementaire, puisqu'elles sont inscrites dans les cahiers des charges. Donc, déjà, un travail d'ouverture de l'INAO qui a déjà commencé, puisque je prends un exemple simple. Par exemple, pour faire entrer les cépages d'adaptation que nous avons aujourd'hui, l'INAO a décidé de pouvoir ouvrir à hauteur de 7%, de pouvoir mettre dans les cahiers des charges des cépages dits d'adaptation, donc qui vont permettre, alors c'est pas le soit ancien, soit nouveau, qui vont permettre aux différents vignerons français de pouvoir tester la grandeur nature, tout ce genre de choses. C'est quand même une première révolution. On a travaillé également sur le dossier irrigation, et vous savez, l'irrigation, combien l'irrigation est importante dans le cadre du dérèglement climatique, même si elle ne règle pas tout, parce que souvent on résume dérèglement climatique, réchauffement climatique, irrigation. C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça, mais l'irrigation fait partie à hauteur de 30%, 40% de pouvoir aider un végétal par rapport à de la compensation de stress hydrique à passer un cap. Mais on arrive aussi très rapidement, quand on parle des règlements climatiques, à identifier des produits. Alors, on parle d'évolution des marchés. L'évolution des marchés, c'est quel produit que l'on va faire demain, pour quel type de consommateur, dans quel type de consommation, et tout ça fait une évolution. Alors on parle d'évolution du rosé aujourd'hui, parce qu'on dit que c'est plus facile peut-être de boire du rosé que des rouges. Bon, encore faut-il le vérifier. Et encore faut-il le vérifier par rapport à la France, mais par rapport aussi au marché que nous avons à l'export. Donc tout ça rentre dans une réflexion globale. Et je fais partie de ceux qui vont même beaucoup plus loin dans la réflexion, et que je me dis qu'aujourd'hui, même sur le dérèglement climatique, on peut le voir comme un handicap aujourd'hui. C'est aussi démontrer la professionnalisation du métier par rapport à cette adaptation que nous devons avoir. C'est aussi essayer de reconquérir à travers tout ce que nous allons faire, à travers la communication adaptée, les consommateurs de demain et la société, puisque c'est bien un jeu de société. Et que je pense que le dérèglement climatique, quand nous l'abordons, nous, au niveau de la viticulture, je me dis, ça peut servir de référence pour les autres corporations. Puisque le dérèglement climatique, même si la viticulture aujourd'hui est en avance dans l'agriculture française, je pense que les grains de céréales doivent y travailler, je pense que les arboriculteurs doivent y travailler, que les maraîchers doivent y travailler. C'est l'ensemble de l'agriculture française qui doit y travailler. Et d'ailleurs, j'en discutais encore dernièrement, la semaine dernière, avec le ministère de l'Agriculture, la filière viticole est en avance. C'est constat, c'est pas parce que c'est moi ou c'est parce que c'est des copains, parce qu'on est une équipe quand même qui travaille dessus. C'est un constat. Peut-être servir de référence par rapport aux autres filières, par rapport au travail qui a été fait, mais surtout par rapport à la société. Et je vais très très loin dans la démarche, et je me dis, si on se servait du dérèglement climatique pour travailler avec les consommateurs, pour travailler avec les gens qui vivent sur le territoire et sur les terroirs, les impliquer avec nous, et en définitive redonner du sens à cette ruralité.
Les agriculteurs aujourd'hui sont montés du doigt, tu l'as dit, l'agribashing, c'est au quotidien, les agressions, les injures par rapport au traitement, par rapport aux pratiques. Et je me dis, si on arrivait à travers ça, à réinventer en définitive une nouvelle mode de communication avec la société, et expliquer à la société que nous ne sommes pas en définitive des méchants, mais au contraire, nous sommes ceux qui allons réinventer le métier, le redéployer de façon différente, mais qui allons surtout apporter un certain art de vivre à la société de demain. Et alors, si je prends un exemple très concret par rapport à l'atténuation des changements climatiques, on parle beaucoup du 4 pour 1000, c'est-à-dire le 4 pour 1000, c'est le stockage du carbone dans le sol. Comment pas imaginer, pour rendre compte le rôle qu'on peut rendre dans la société, parce que la société, bien sûr, quand on monte du doigt les agriculteurs, c'est le plus facile, mais il faut que chacun aussi se remette en cause dans la société. Et nous, on peut faire valoir, en disant, par rapport à nos cultures pérennes, par rapport à la vigne, stockage du CO2 par rapport à la culture pérenne, par rapport à l'environnement des cultures, et Philippe Pélaton le citait, quand on va dire on réduit de 80% d'autres désherbants, c'est-à-dire on réduit les surfaces désherbées, si on les désherbe plus, elles sont enherbées, si elles sont enherbées, elles sont capables de stocker du carbone dans le sol, et cette capacité que nous aurons à rendre en définitive un service à la société. Donc on est en train, je pense, si on aborde bien ce programme de dérèglement climatique, et bien sûr en relation avec la presse, parce qu'il y a des messages forts à faire passer. C'est un discours un peu qui change. Alors il faut, persuader les vignerons. 2, il faut persuader la société. Et 2, il faut que vous nous accompagniez et que vous nous aidiez à faire passer ces messages. Merci. Tu me fais la transition toute faite vers Olivier Biscay. Donc moi, en tant que journaliste professionnel, j'entends souvent les viticulteurs, les vignerons se plaindre des médias, de leur approche souvent véhémente à l'endroit de leur métier. Et c'est pour ça que je vous ai invité, parce que étant aussi journaliste, je pense qu'il n'y a pas forcément de parti pris. Et je suis aussi sensible au fait qu'il y a un nouveau courant de journalisme qui est en train de se mettre en place dans les rédactions, qui s'appelle le journalisme de solution. De par votre expérience, notamment à Midi Libre, pardon, vous mettez en place ce journalisme de solution dans la rédaction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Merci, bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité à cette table ronde. D'abord, je crois que souvent la véhémence des viticulteurs, des vignerons est justifiée. Parce qu'on a un peu tendance dans la presse à voir le verre à moitié vide et à en rester là. Et c'est vrai que je suis plutôt d'une école, je le faisais déjà quand j'étais directeur de la rédaction à Nice Matin et désormais directeur de la rédaction à Midi Libre, d'une école où on doit valoriser les territoires et éclairer nos lecteurs de situations positives sur le terrain. C'est ça pour moi le journalisme de solution, c'est ainsi que je le définis. On a un rôle à jouer dans la société, bien sûr qu'on est là pour rendre compte, on est là pour informer, on est là pour mettre en avant les manifestations sur le territoire, bon ça c'est notre job. Mais une fois qu'on a fait ça, à quoi on sert ? Et pour moi, un quotidien régional, il doit être acteur du territoire. Et si être acteur du territoire, ce n'est pas accompagner l'ensemble des acteurs économiques, socio-culturels, et donc les femmes et les hommes qui composent ce territoire, on ne sert pas à grand-chose. Donc c'est une conviction profonde depuis longtemps et qui se traduit par un certain nombre d'actions que nous menons depuis 18 mois à Midi Libre. Concrètement, vous pouvez nous donner un exemple de traitement ? J'en ai deux par exemple. Nous avons le Midi Libre, c'est l'ex-Languedoc-Roussillon, 14 éditions. Donc on est sur l'ensemble du territoire de Millau jusqu'à l'Aude et les PO. Dans le Gard, on a lancé l'année dernière ce qu'on appelle le hashtag Gardois. Hashtag Gardois, c'est assez simple, on part d'un principe que les territoires du Gard sont positifs, il y a tout un tas de pépites, de savoir-faire, de compétences dont on ne parle jamais dans nos journaux.
On va toujours chercher les mêmes, c'est plus facile, on va toujours chercher les mêmes interlocuteurs. Finalement, il y a un petit entre-soi qui se fidélise et qui se cultive, puis on ne fait pas d'efforts. Nous-mêmes, journalistes, quand on se regarde, donc on s'est dit comment on peut casser ça, comment on peut mettre en avant le territoire. On a créé Hashtag Gardois, on a fait ça au mois de juin dernier, le premier qui est sorti sur le tourisme. Le tourisme est sur la culture gardoise, et elle existe cette culture dans le Gard. On a donc lancé un 56 pages offert à tous nos lecteurs dans lequel il n'y avait que des portraits, que du positif, que des valorisations, que des initiatives qui étaient lancées. Donc on a lancé le premier et on vient de sortir le second il y a une semaine sur bien étudier et bien se former dans le Gard. N'allez pas à Lille, n'allez pas à Strasbourg, à Nîmes, à Alès, l'école des mines, ou bien à Bagnoles, il y a de la formation. Donc ça c'est un premier élément, et on lance d'ailleurs hashtag Biterrois au mois de janvier et hashtag Montpellier à la fin du mois de janvier, pour montrer qu'il y a sur ce territoire de la valorisation à mettre en œuvre. Deuxième élément, je dirais, c'est un état d'esprit. Et ça c'est plus difficile à installer. Parce qu'en fait, je suis journaliste depuis 20 ans, je gère les rédactions depuis quasiment 18 ans, enfin, je vois à peu près comment ça fonctionne quand même. Et là encore, quand on va chercher toujours les mêmes, quand on met en avant ce qui ne va pas forcément bien, c'est ce qu'il faut faire aussi parce que c'est la réalité de la vie. Hein. Dire, bon, il suffit de voir l'actualité cette semaine, malheureusement, on ne peut pas l'embellir, hein, le drame au Mali par exemple. Donc il faut évidemment qu'on aille rendre compte de ce qui ne va pas. Mais c'est une culture d'entreprise et c'est une culture de corporation de montrer que si on tire le rideau, eh bien, le journalisme de solution. On peut être aidé, on peut être accompagnant dans ce qui se fait sur le terrain. Montrer à nos citoyens, montrer à nos lecteurs on peut trouver des initiatives, on peut trouver des bons plans et que derrière les façades, derrière les murs, on peut trouver du positif. Et c'est ça l'idée. Pour terminer là-dessus, quand j'étais allé ce matin, j'avais lancé la positive attitude. Je dois avouer que quand je l'ai lancé, mes journalistes me regardaient avec un sourire en coin. Et le principe, c'était simple, c'était de dire, dans l'emploi, dans nos départements, il y a quantité d'entreprises qui cherchent à recruter. Il y a quantité de formations et il y a quantité de gens qui n'ont pas de boulot. Comment on fait pour mettre tout ça ensemble ? On avait créé des journées entières autour de l'emploi, on faisait venir des chefs d'entreprise qui nous parlaient de leur boulot et on mettait en avant des CV de jeunes et de moins jeunes qui avaient besoin de trouver du boulot par leurs compétences et leur savoir-faire. Et c'est ça pour moi le journalisme de solution. On y met un peu tout à l'intérieur, mais c'est un état d'esprit qui se construit par le terrain et par le positif. Vous décrivez une nouvelle relation finalement entre les rédactions et les acteurs, et ça aussi je crois que c'est favorisé par la digitalisation des médias. La digitalisation, et là aussi c'est un état d'esprit et un constat. Je suis là depuis 18 mois, j'ai constaté une chose, c'est qu'on avait juste oublié de parler à nos clients. Bon, 1,30€ toutes les semaines, tous les jours, 2€ le dimanche, on a un peu un devoir. Et le devoir d'abord de faire un journal de qualité, mais on a aussi un devoir d'être dans une relation non pas simplement descendante, mais fédératrice. Ça, c'est une nouveauté. Parce que souvent, on fait venir les lecteurs au journal, on leur donne notre savoir, puisqu'on est journaliste. C'est bien normal, on sait tout. Sauf que c'est pas vrai. Et sauf que surtout, ces lecteurs-là, ces interlocuteurs-là peuvent nous faire remonter des choses, peuvent nous faire remonter du bon sens. Et donc c'est ce qu'on a mis en place dès cette année, on a lancé une nouvelle formule et on a surtout installé des rendez-vous nouveaux, d'abord en faisant venir des lecteurs plus souvent au journal, on a des conférences de rédaction publique une fois par semaine, je fais personnellement des déjeuners, des dîners une fois par semaine avec des abonnés et on a réinstallé des relations plus fortes avec le lectorat en considérant que ce lectorat, quand il nous interpelle sur des situations, quand il s'exprime, il doit pouvoir avoir un retour dans le journal. On le fait pour le numérique, en effet, beaucoup, puisqu'on a installé des rendez-vous très forts, la Minute Green, la Minute Startup, où le lecteur est beaucoup plus incarné sur nos sites, et l'audience d'ailleurs en a pris un sacré bon coup, et on crée des initiatives. Je voudrais terminer là-dessus parce que ce que vous avez dit était, et vous-même monsieur, extrêmement révélateur de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Il se trouve que le 11 décembre, de 10h à 22h, à Midi Libre, on lance la journée des initiatives vertes. On veut tout simplement, de 10h à 22h, mettre en avant particuliers, associations, entreprises, collectivités au sens large, qui vont venir pitcher sur scène et dire voilà, moi mon geste pour la planète, c'est ça, ma protection, c'est ça, l'environnement, c'est ça. Plusieurs tables rondes, des interlocuteurs qui vont parler et à vous écouter, messieurs.
d'abord je ne savais pas que vous faisiez ça, je vous passerai ma carte si vous le souhaitez tout à l'heure, et j'aurais bien aimé que vous veniez à cette journée des initiatives vertes. L'idée c'est vraiment des échanges, et montrer combien dans des fédérations, dans des corporations, dans des groupes d'acteurs économiques, il se passe quelque chose d'un peu nouveau. Bon, et voilà, ça c'est un des exemples je dirais, de liens nouveaux avec le lecteur. Et aujourd'hui, on est submergé par les demandes de participation à la journée. C'est gratuit, entrée libre évidemment. Et les gens viennent pour dire, voilà, moi je fais quelque chose dans mon coin, peut-être que si on est ensemble, on arrive à ce que vous dites, monsieur, faire une fédération, et ça peut faire bouger tout le monde. Voilà. Et je me mets à la place d'un vigneron qui aurait une action intéressante en faveur de l'environnement. Comment on vous contacte ? Alors, il y a deux éléments, vous avez raison sur ce point. D'abord, il nous arrive de sortir à peu près tous les trimestres un hors-série ou un magazine sur le vin. Alors, c'est vrai qu'on est plutôt côté, je dirais, bouteille, production, et là, pour le coup, consommateur. Donc là, c'est un prisme. Deuxième prisme, il nous arrive assez souvent dans le journal de faire des articles, des dossiers sur la viticulture. Alors souvent au moment du salon de l'agriculture, parce que d'abord il y a une innovation et que de nouvelles têtes s'installent aux commandes d'entreprises, de vignobles et de domaines. Mais il y a un troisième élément, c'est la connaissance de l'un et de l'autre. Ça, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que je passe un peu... D'abord, j'apprécie, je vous remercie de m'avoir invité, et je passe du temps à venir à ce type de rendez-vous parce que c'est aussi comme ça qu'on montre ce que nous faisons et ce que vous faites, et c'est comme ça que va se faire l'accroche. Et finalement, on va vous inviter au journal, vous allez venir le 11 décembre, parce que j'ai bien compris que vous alliez venir, et que à la journée législative verte, et c'est comme ça qu'on a, nos journalistes vont découvrir votre activité, que peut-être en discutant de certains dossiers que vous êtes en train de travailler, on va les mettre en avant dans le journal. C'est aussi la relation nouvelle qui s'installe entre les médias et le territoire ne peut passer que par voilà, la relation et puis la connaissance de l'un et de l'autre. On n'est pas des méchants. Il n'y a pas des gentils de l'autre côté. Il y a, je crois, des gens qui ont envie, de part et d'autre, que ça avance. Et je pense qu'on a aussi cette marque-là, même si parfois notre image a été écornée par nous-mêmes. Nous, les journalistes, parce qu'on n'a pas fait le job. Donc, voilà, je suis attaché à ça, au fait de retisser des liens intelligents, positifs et surtout sur la durée. Bien, joli message. Allons les uns vers les autres et discutons. C'est la fin de cette table ronde. Je laisse la parole désormais au public. Est-ce que vous avez des questions ? Petite question, Denis ? Je voulais vous féliciter pour le message que vous passez ce matin. Déjà, je n'ai pas vraiment de questions, mais je trouve que quelque chose qui me semble essentiel, c'est de rappeler que le numérique, c'est aller chercher les gens les uns après les autres, des démarches individuelles de communication sur des bonnes pratiques, sur un domaine à l'échelle d'une coopérative, à l'échelle d'une profession. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus et qui est efficient. Et vraiment, la parole de Midi Libre ce matin me semble essentielle. C'est-à-dire que dans notre filière agricole, avec un grand A, toute filière confondue, on est quand même un petit peu consanguin. On se parle beaucoup entre nous, mais on a du mal à passer la barrière du grand public. Et donc, je crois que la parole que vous portez me semble vraiment très importante pour faire avancer le sujet général. Et donc, il faut qu'on s'engage tous à participer à des événements comme ça, en organiser peut-être d'autres. L'emploi, le réchauffement climatique, la problématique économique, de continuer à exporter nos vins dans un pays où les gens en boivent de moins en moins. On a des sujets stratégiques majeurs, il faut qu'on les fasse partager avec vos lecteurs, qui sont les acheteurs de nos produits finis. Merci Marion pour l'organisation. Il y a des viticulteurs dans la salle ? Je crois que j'en vois un qui sourit. Une réaction ? Qu'est-ce que vous avez pensé des débats ? Oui, je suis venu d'abord accompagner mon collègue, Philippe. La deux, c'est que je ne savais pas que Vitibio était là. Je suis un abonné depuis longtemps à Vitibio. Trois, c'est ma propriété, je gère un gîte.
Et il y a beaucoup de gens extérieurs, bien sûr, qui viennent et on fait visiter le domaine, on fait visiter la cave, le vigneron de l'Odin, on fait maintenant une maison de Sinaï. Et quand on parle aux gens, ils comprennent. Mais il faut leur parler, il faut bien leur expliquer. Voilà. En sachant que je suis en train de passer une partie de mon domaine en bio. Enfin, je suis à la retraite, mais bien sûr, les successeurs sont engagés là-dedans. Donc voilà, quand on parle aux gens, ça passe. Oui, donc réussir à prendre la parole. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour, Béatrice Bachet, donc je travaille chez BASF. Bonjour, Béatrice Bachet, je travaille chez BASF. Je voulais juste soumettre une réflexion. Je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives effectivement dans la filière viticole, d'initiatives individuelles, d'initiatives collectives, mais souvent du collectif régional. Il me semble, et je voudrais avoir un petit peu votre avis sur ce point-là, qu'on manque au niveau de la filière viticole de fédération de ce message positif. Du coup, il me semble qu'on n'est pas très audible en termes global. J'ai l'impression que chacun fait des actions, il y a beaucoup d'actions qui sont portées au niveau local, au niveau des ODG, il y a beaucoup de gens qui agissent. Et j'ai parfois l'impression que ce message positif, on a du mal à l'exprimer au niveau du grand public parce que c'est beaucoup d'accumulation de choses et peut-être pas de message global. Enfin, c'est une perception, donc j'aimerais vous la soumettre et voir qu'est-ce que vous en pensez. Bon, vous décrirez un petit caillou au pied de la filière viticole qui est très segmentaire par bassin, c'est vrai, et que chaque région essaie de porter son initiative en propre. Donc on a Bordeaux qui fait le SME, on a la Champagne qui a ses propres actions, etc. Mais est-ce qu'on peut avoir un message national, Bernard ? Écoutez, je comprends ce que vous dites. Moi, c'est ce que j'essaie de combattre. J'essaie de combattre parce que lorsqu'on parle de politique de dérèglement climatique, lorsqu'on parle de mesures agroenvironnementales, il ne faut pas que chacun dans son coin imagine ses propres mesures pour se différencier. C'est-à-dire, différencier, c'est pas se différencier, bien sûr, on se différencie, on est tous différents. Mais se différencier par rapport au marché, pour dire, mais moi je suis meilleur que mon voisin. C'est pas ça. C'est pour ça que la politique nationale est importante et que les grandes régions, Bordeaux, Champagne, Cognac, Côte-du-Rhône et tout, doivent aussi participer à l'élaboration d'une stratégie nationale. Mais bon, les Côtes-du-Rhône, ça je suis persuadé, parce qu'avec Philippe, on se voit régulièrement, on change régulièrement, la région Occitanie aussi, mais ce n'est pas les grandes régions, Champagne, Bordeaux aussi, il faut qu'elles le fassent, et il faut que les producteurs le fassent. Alors c'est peut-être un peu plus compliqué avec eux, parce qu'il y a des grands groupes dans ces grandes régions, des grands groupes, et ces grands groupes aussi ont des stratégies d'entreprise, et c'est là où ça devient un peu plus compliqué, quoi. Mais si on parle uniquement entre âmes vigneronnes, il y a bien une symbiose et bien une politique nationale qui est organisée, quoi. Et si vous permettez aussi, je voudrais réagir. D'abord, monsieur, merci pour votre discours. En définitive, on voit que, y compris de votre côté, votre métier, il y a une remise en question un peu de mode de fonctionnement, ce que nous vivons nous aussi, quoi. Et les discours qu'on a tenus, que ce soit Philippe, madame, pardon, et moi, on est un peu, pas des marginaux, parce que c'est un discours qui commence à prendre, mais on essaie d'essayer d'expliquer que le métier a changé et on s'ouvre à une nouvelle voie, à la fois dans la communication, mais également dans le métier et dans notre propre métier. Et quand tout à l'heure vous disiez, effectivement, on doit mettre en avant les territoires, je prends un exemple très concret. Je suis bien de l'IFEV, vous savez qu'à l'IFEV, on a aussi une société qui s'appelle Antavinra, dans laquelle on élabore des plans de vigne. Qui sait aujourd'hui que tous les plans de base de la viticulture sont stockés à l'Espiguette, dans le Gard. Mais peu de gens savent que tout le matériel de base qui est distribué aux États-Unis, qui est distribué en Italie, qui est distribué dans tous les pays au monde, partent de là. Le matériel de base est réalisé là. Peu de gens viennent visiter. Alors, on va dire, on reçoit des groupes de Chinois, d'Américains, de plein de gens. Et les gens, les locaux, à la limite, ne le savent pas, ils ne viennent pas. Alors, c'est certainement une erreur aussi de notre part de ne pas communiquer et de ne pas savoir ce que l'on fait. Et alors, après, on dit oui, mais ça y est. Alors, après, le raccourci vite fait en disant, mais vous faites
des OGM, non, pas du tout, puisque c'est du vinifera croisé avec du vinifera. Donc c'est pas du tout de l'OGM. On est bien dans un système très encadré de sélection clonale faite par l'INRA, sur laquelle nous avons une société partenaire INRA et FEV, et Antan. Et donc, on a un exemple concret d'une pépite d'or que nous avons dans la région, et les propres gens intéressés viennent pas voir, y compris sur la recherche de nouvelles variétés. Parce que quand on y recherche de nouvelles variétés, il faut effectivement tout de suite passer, on ne cherche pas des nouveaux raisins, enfin, des nouvelles clones, nouveaux cépages pour produire du raisin de table, on fait du raisin de vigne, de cuve. Et donc, bien sûr que la finalité, c'est aussi de savoir, à travers une étude sensorielle, quel produit est imaginé pour le consommateur de demain. Donc, si vous voulez, après la conférence, on peut aller voir les verres sur de nouveaux cépages. Et les gens découvrent qu'on peut avoir des productions de plants de vignes et faire des raisins avec des vignes qui ont pratiquement pas de traitement, quoi. C'est une nouveauté, alors ça paraît utopique, mais c'est une réalité aujourd'hui. Bon, prêt pour un événement cépage résistant avec midi libre. Dégustation toujours. En dégustation, pardon. Je prendrais bien la question au bon, oui. Si c'est possible, sur le national, parce que, donc en plus de mes journées de balade, et en plus de celles du 11 décembre, de temps en temps je vais à Paris, et dans mes fonctions, je suis secrétaire général de la CNAOC, de la Confédération des appellations d'origine contrôlée. On retrouve toutes les grandes régions, et sauf parce que vous ayez été au dernier conseil d'administration, mais c'était le thème qu'on a évoqué. Donc c'était en gros comment effectivement on peut arriver à parler positivement au niveau national. Donc c'est une problématique que nous avons en nous, voilà, en tant que responsable viticole de grandes régions, parce qu'on sait que les vignerons ont envie de l'exprimer, cette problématique-là. Alors, sans avoir toutes les réponses, on peut considérer qu'une partie ont été données ce matin. Communiquer, ça veut dire que le message doit être audible et doit être reçu positivement. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que la relation intime que l'on a en région, nous l'ayons au niveau national. Et bon, on travaille beaucoup à titre vigneron, président de cave ou avec la presse quotidienne régionale je suis sur 6 départements, donc j'en côtoie pas mal. Cette relation intime et positive que l'on a, alors, si elle est améliorée, c'est encore mieux, effectivement, si on peut arriver à calibrer de l'information nécessaire à l'endroit du consommateur sur des alertes, mais également parler positivement de notre métier, c'est encore mieux. Au niveau national, je crois que ce qui nous bloque, c'est la peur, panique, d'une information qui, de toute façon, aujourd'hui, dans le contexte actuel, on va faire cette décours d'agribashing, de toute façon, ça en a le perçu. En fait. Parce que quoi qu'on fasse, on n'en fait jamais assez. On n'en fait jamais assez parce qu'on n'a pas mesuré au fil du temps tout ce qu'on a pu mettre en place en matière de plan d'amélioration, de plan de qualité. Et donc aujourd'hui, on le voit, on veut mettre des NNT, on parle de 10 mètres, d'autres veulent 150 mètres. C'est vachement dur en fait de prendre la parole là-dessus et d'avoir une position équilibrée entre des plans de progrès, la nécessité d'une tenue économique de notre appellation, enfin, il faut de nos signes de qualité, il faut quand même tenir un certain nombre de choses. Et je dirais, cette chose qui nous échappe un petit peu, qui nous échappe à nous, qui échappe souvent au gouvernement également, puisque des fois on jette pas bien dans la mare, puis la mare elle est un peu plus profonde que ce qu'on pensait. Donc voilà, donc je crois qu'il y a une vraie volonté de le faire. On est en train de poser les fondamentaux peut-être de quelque chose qui est en train de frémir parce qu'on a envie de le dire. Après, la filière viticole, elle est riche de ses organisations et de qui prend la parole, mais globalement, cette envie d'avoir une communication nationale aujourd'hui, côté appellation d'origine contrôlée, est en réflexion. Bien, merci pour cette intervention. Je crois que la presse nationale, grand public, aussi intègre ce journalisme de solution. Il faut savoir en tirer parti. Alors, c'est pas vrai dans tous les titres, mais certains, ils sont sensibles. Et il faut les identifier et rentrer en contact avec les journalistes pour justement les emmener sur le terrain, leur montrer ce que c'est qu'une ZNT riverain, qui comprennent toute la difficulté de gérer le problème. Voilà. Bien, merci à tous les 4 pour la qualité de vos interventions. J'ai été ravie de cet échange. Je pense qu'il était très riche. Merci à vous, public, pour également avoir réagi.